On a planté depuis qu'on est ici des arbres qui ont en commun de pouvoir vivre plus de 1000 ans. On appelle ça la forêt millénaire, évidemment. Ces arbres ont maintenant une dizaine d'années, mais ça me plaît beaucoup l'idée que des arbres vont exister encore quand ils n'y seront plus depuis longtemps. Alors, on a planté des séquoias, des cèdres du Liban, des cèdres de l'Atlas, des cèdres de l'Himalaya, un autre arbre qui s'appelle le métaséquoia du Sichuan, dont on dit qu'il peut vivre plus de 4000 ans. Et ça, c'est un endroit où on fait beaucoup d'expériences de plantes aquatiques. Alors, on a planté des nénuphars, là, qui sont très beaux en été, rouges et blancs, ils sont glorieux. Il y a des grenouilles qui viennent s'installer sur les feuilles et qui se font chauffer au soleil. Là, des roseaux qu'on a plantés, mais pour le bruit du vent dans les roseaux. Je trouve que rien n'est plus agréable. On peut aller s'asseoir, là, il y a des marches, là, et on est dans un monde de roseaux, et on a le bruit du vent dans les roseaux. Et puis les barques, les bateaux flottants, là, où on va chercher des plantes dans les marécages, on essaie de les adapter. Des fois, ça ne marche pas, des fois, ça marche. Est-ce qu'il y a des poissons dans les temps? Il y a des poissons rouges. Il y a 10 000 poissons rouges. 10 000 poissons rouges au dernier recensement. 10 000, plus une douzaine de carpes, mais enfin des très grosses carpes, des doyennes qu'on voit passer le matin. C'est l'endroit où je travaille le mieux, en fait. En été, quand j'arrive ici ou en week-end, d'abord j'enlève ma montre parce que je déteste les montres. Je trouve que la montre, c'est la tyrannie des rendez-vous. Je m'installe ici, je peux travailler une journée de façon très relaxe. Je fais 1 heure devant ma machine de traitement de texte et puis ensuite je sors, je m'occupe des plantes, je désherbe, je fais des plantations. Et je peux alternativement, comme ça, en travaillant à l'intérieur, mes écritures, et puis dans le jardin, je peux travailler comme ça jusqu'au soir. Et je m'aperçois que je fais beaucoup plus de travail ici en quelques semaines que pendant toute l'année quand je suis à Saclay ou ailleurs. C'est un climat, c'est un rythme qui me va très bien. C'est un rythme sans montre, sans horaire, où je fais des choses comme j'ai envie de les faire, et puis je vais me balader dans la forêt, et puis tout ça. C'est vraiment un mode de vie qui me va bien. Mais ça vous inspire aussi pour ce que vous écrivez, comme le livre. Oui, Malicorne a été écrit ici. C'est une des raisons d'ailleurs pour laquelle il s'appelle Malicorne. Hubert Reeves, je veux d'abord vous remercier de nous accueillir chez vous comme Malicorne. Vous êtes tout à fait bienvenue. Hubert Reeves, 1990, bon, s'achève. Nous mettons 1990 derrière nous. Je crois que nous allons nous en rappeler comme de l'année où a été consacrée la fin de l'hostilité entre les deux grandes puissances nucléaires. Vous qui avez dénoncé la menace nucléaire, l'arsenal nucléaire, est-ce que vous croyez qu'à partir de maintenant, la planète a de meilleures chances de s'en tirer? Sur ce plan, certainement. Je crois que c'est l'aboutissement de ce qu'on a appelé les études sur l'hiver nucléaire. Je crois que ce nouveau chapitre dans lequel nous entrons commence vers les années 83-84, quand en étudiant les effets d'une guerre nucléaire, on arrive à se convaincre que peut-être, après une guerre, il n'y aurait pas de gagnant. Que peut-être une guerre nucléaire aurait amené l'extinction de la vie, en tout cas de l'humanité. Et à partir de ce moment-là, évidemment, les grandes puissances se disent c'est pas la peine d'investir dans cet armement délirant, il faut passer à autre chose. Et on voit comment Reagan, Gorbatchev et Bush parlent à ce moment-là de désarmement. Et c'est effectivement l'an dernier d'abord, et puis cette année, que l'on voit l'aboutissement. Et maintenant, on ne parle plus d'armement, mais on parle de désarmement, et c'est certainement quelque chose qui est très positif. On sort de cette logistique de la terreur partagée qui existait depuis presque 40 ans, et ça, c'est vraiment formidable. Alors, je pense que la menace de guerre diminue progressivement, et que maintenant, on ne peut plus considérer, comme il y a 10 ans, que la Terre était vraiment menacée par une possibilité de guerre nucléaire. Par contre, il y a les petites puissances. Vous-même, vous soulignez en 82 déjà que l'Irak, par exemple, pouvait fabriquer la bombe. Est-ce qu'il y a un danger qui, tout à coup, de ce côté-là, devient plus important? Oui, c'est la question de ce qu'on appelle la prolifération. Aussi longtemps que l'armement est entre les mains des grandes puissances, qui sont quand même responsables, qui ne vont pas se lancer dans les aventures démentes et démentielles, eh bien, ça va. Mais à partir du moment où l'armement est partagé par beaucoup de puissances, et surtout
par des chefs d'État qui, à un moment donné, acculés à un échec, peuvent avoir un comportement totalement paranoïaque. Et ça reste un élément dangereux. Mais ça n'est pas du même ordre. Vous voyez, imaginons que l'Irak est une bombe atomique. Il est évident que cette bombe atomique pourrait faire beaucoup de dommages, par exemple en Israël, mais ça ne menace pas la planète entière comme le menaçait cette dialectique Est-Ouest qui existait jusqu'à il y a quelque temps. Mais puisqu'on a justement découvert le secret de la fission de l'atome, on ne peut pas revenir en arrière. Ce danger sera toujours là avec nous. Est-ce que nous ne sommes pas condamnés à vivre avec? Et ce sera toujours une question de politique. Il faudra que les politiques aient toujours en vue la possibilité que cette arme qui est là puisse être utilisée pour des questions de capital politique, ce que fait Saddam Hussein aujourd'hui, ce que faisait Khrouchtchev quand Kennedy disait qu'il bougeait ses fusées, rattle his rocket, c'est ça qui était le terme. Ça restera quelque chose par rapport auquel il faudra toujours être très vigilant, de même que l'arme chimique, l'arme bactériologique. Quand on les a, il est très difficile de s'en débarrasser et surtout de s'assurer que personne, à un moment donné, ne trouve intérêt à investir à nouveau dans cette démarche. Et vous semblez dire que l'arme nucléaire peut faire des dégâts limités. Pour l'instant, il est difficile de voir, maintenant que les États-Unis et l'Union soviétique se sont mis d'accord pour diminuer leur armement, et on ne prévoit plus de guerre entre les États-Unis et l'Union soviétique. Enfin, la situation n'est pas celle-là. Il semble bien qu'on n'a pas à craindre un conflit généralisé avec 5000 mégatonnes comme on aurait pu en avoir dans les années 60-70. Mais il reste quand même ce danger limité, effectivement. En même temps qu'on a découvert, dans le fond, la bombe atomique, on a découvert l'énergie nucléaire. Or, l'énergie, c'est un trésor maintenant, on s'en rend compte. Et dans le fond, l'histoire du cosmos et l'histoire de l'humanité, c'est l'histoire de l'énergie. C'est certainement une denrée indispensable. On ne peut pas développer de civilisation, on ne peut pas avoir de vie sur la Terre, que ce soit animale, végétale et humaine, sans avoir des sources d'énergie importantes. Et nous vivons dans une civilisation qui est insatiable, qui a besoin. Et si on coupait aujourd'hui les sources d'énergie, on retournerait dans un état lamentable de grande pauvreté et de grande misère. Donc il est évident qu'il faut de l'énergie. On voit comment toute l'histoire de l'humanité, ça a été de développer des sources d'énergie. Ça a été d'abord le feu, et puis ensuite on a utilisé le pétrole, et puis maintenant on est le charbon, et maintenant on a découvert l'énergie nucléaire. Ce qu'il faut se demander, c'est précisément quels sont les risques, qu'est-ce qui est attaché à ces développements. Et bon, vous parlez de l'énergie nucléaire. Moi, au départ, j'étais tout à fait pour, parce que c'est évidemment un très grand gain quand vous pensez qu'un gramme d'uranium contient autant d'énergie qu'une tonne d'essence. C'est vraiment, sur le plan de la condensation de l'énergie, c'est fantastique. À ce moment-là, est-ce qu'il ne faudra pas accepter d'avoir un recours massif à l'énergie nucléaire? Je crois que l'énergie nucléaire est une erreur et qu'il faut s'en tirer le plus vite possible. C'est de la saloperie, si vous voulez mon opinion. On l'a vu avec Tchernobyl. Ce qu'on ne dit pas, c'est qu'en plus d'être de la saloperie, c'est quelque chose de très limité. On nous le fait passer comme quelque chose qui pourrait remplacer le pétrole ou le charbon. Tout le monde sait que le pétrole ou le charbon, ça va être épuisé dans un siècle ou deux. Ce qu'on ne dit pas, c'est que l'uranium, il n'y en a pas beaucoup non plus, et que même la fusion qu'on espère mettre au point, et qui est loin d'être au point, fait intervenir un élément qui est le lithium et qui est également un élément rare. Donc je pense qu'à longue haleine, il n'y a qu'une source d'énergie qui soit accessible pendant longtemps, c'est l'énergie solaire. Je suis certain que si, par exemple, l'humanité existe encore dans 1000 ans, par exemple, et j'espère qu'il y aura encore des gens sur la Terre, on se chauffera au solaire. C'est une énergie qui est renouvelable, qui est inépuisable et qui ne pollue pas, ou du moins beaucoup moins par rapport aux autres. Je reviens à l'énergie nucléaire. On a vu que les savants l'avaient découverte pour nous. C'est naïf peut-être, mais les gens, je pense, ont tendance à croire que puisqu'ils ont découvert cette énergie, ils sont capables de disposer des déchets, ils sont capables de museler la bête. Est-ce que vous ne croyez pas qu'on trouvera le moyen d'utiliser l'énergie nucléaire? C'est ce qu'on nous promet depuis 40 ans. On nous promet depuis 40 ans, par exemple, ici en France, on a stocké d'énormes quantités de produits radioactifs en disant « nous allons trouver le moyen de les retraiter », mais ce moyen se fait toujours attendre. Il faut quand même des moyens, d'une part, qui sont rentables. Bien sûr, on en connaît des moyens de les retraiter, mais il faut être sûr que ça ne coûte pas plus cher que ce qu'on a gagné. Et sur ce plan, il y a eu une sorte de
d'attitude d'apprenti sorcier. On s'est dit, on va bâtir des réacteurs, on va accumuler les déchets radioactifs et on trouvera bien le moyen. Mais ces moyens, nous ne les connaissons pas et ça ne semble pas évident. C'est encore un problème majeur, le retraitement des produits radioactifs. Vous croyez à l'énergie solaire, mais comment expliquez-vous qu'elle soit si peu populaire? On a tendance à l'identifier aux écolos un peu démodés. Oui, pourquoi? Bien sûr, parce que d'une part, on ne l'a pas développé. On ne l'a pas développé. Quand on regarde les budgets qui sont consacrés au développement de l'énergie solaire par rapport au nucléaire, au pétrole ou au charbon, c'est des facteurs 100, c'est très faible. Ce qu'il faut dire d'une part, c'est que le kilowatt solaire en provenance des cellules voltaïques, le prix du kilowatt diminue d'année en année, tandis que le prix du kilowatt pétrole, grâce à Saddam Hussein, grimpe, enfin pour l'instant il fluctue un peu, et le prix du kilowatt nucléaire, alors depuis Tchernobyl, il monte en flèche. Donc d'une part, vous avez le kilowatt solaire qui descend, il est encore passablement plus élevé que les deux autres, mais il est facile de voir qu'ils vont se rencontrer relativement rapidement, enfin d'ici quelques décennies, si on y met le paquet, si on y met le prix. C'est-à-dire que les politiciens ont tendance à voir à courte vue. Et le rôle des écolos et des Verts, et sur ce plan des astrophysiciens, c'est de dire, attention, la Terre, elle est là pour longtemps. La Terre, elle peut encore nous donner de bons et loyaux services pendant 5 milliards d'années. Il ne faut pas prévoir pour 10 ans, 15 ans, 20 ans, il faut prévoir que donner à notre planète la possibilité de rester habitable pendant des milliers, des millions d'années. Et quand on regarde ça, on s'aperçoit que le solaire est inévitable et qu'il vaut mieux y aller le plus vite possible et non pas accumuler les erreurs, les déchets, le gaz carbonique, les matériaux radioactifs. Je crois que c'est du simple bon sens, sauf qu'il faut le voir. On parle d'environnement et 1990 a aussi été l'année où les murs sont tombés, le rideau de fer s'est ouvert et on a constaté qu'il y avait eu à l'Est une négligence scandaleuse de l'environnement. Est-ce que ça devrait suffire à nous donner bonne conscience, nous, à l'Ouest, parce que nous en faisons plus? Bon, c'est vrai que la détérioration de l'environnement dans les pays de l'Est, tel qu'on l'a découvert, c'est accablant. Vraiment, ce qu'on nous montre sur la Pologne, sur l'Union soviétique, c'est bien au-delà de la détérioration que nous avons dans nos pays de l'Ouest. Je crois que c'est en grande partie par le fait que ces pays totalitaires ne supportaient pas d'opposants. Ici, il y a au moins la possibilité que des gens puissent militer, puissent s'opposer. Ceci dit, l'Ouest est également dans un état de détérioration très avancé. Quand on regarde l'état de nos pays et de la planète dans son ensemble, quand on compare ce qui était la planète en 60, en 70, en 80, en 90, on voit une telle détérioration sur le plan de l'air, de l'eau, des pluies acides, des forêts, qu'on se dit que ça ne peut pas continuer comme ça longtemps. Je pense qu'on ne pourrait pas avoir encore 30, 40, 50 ans de détérioration et d'accélération de la détérioration, parce que c'est ça qui est le plus paniquant, c'est l'accélération de la détérioration, qu'il faut arrêter ça quelque part. Alors, sur ce plan, il y a un élément très positif, c'est le fait que cette prise de conscience de l'environnement est quelque chose qui croît très rapidement avec les années. Et depuis, entre 80 et 90, on a vu comment ce sujet en 80, qui était un sujet qu'on laissait à de doux rêveurs, à des écolos, à des verts, maintenant est devenu une préoccupation qui a atteint le niveau des décideurs. Et ça, je crois qu'il y a de quoi être optimiste. Souvent, on me demande si je suis optimiste. Je dis, je suis volontairement optimiste. Je pense qu'il y a de quoi être très préoccupé. Les dangers, les menaces, les agressions que nous avons fait subir à notre planète, c'est difficile de les sous-estimer. Mais il y a aussi cette volonté de reprendre la chose en main, et cela donne espoir. Et en tout cas, il faut continuer dans ce sens, c'est-à-dire qu'il faut être optimiste, c'est-à-dire qu'il faut se battre. Oui. Alors, nous sommes tous conscients maintenant, je pense, ou de plus en plus, que ce que nous avons en commun, les humains, c'est une Terre, et qu'elle est toute petite et qu'elle est toute fragile. Mais on se demande parfois s'il n'y a pas des menaces qui sont exagérées. Selon vous, qu'est-ce qui menace davantage la Terre? On parle de la couche d'ozone, on parle de la déforestation, on parle de l'effet de serre. Est-ce que tout ça, c'est également... Non, non. Il y a des... par exemple, je crois que le problème de la couche d'ozone est peut-être celui qui va se régler le plus facilement. Parce que là, on connaît la solution et elle n'est pas irréaliste. Il s'agit de cesser de produire ces fameux CFC, ces produits de fluor, chlore, qui, lorsqu'ils montent dans l'atmosphère, détruisent l'ozone. Et ça, on a déjà vu, par exemple, le moratoire de Montréal en 1987, qui tendait à réduire considérablement la production de ces produits. On s'est aperçu d'ailleurs que ce n'était pas suffisant. Maintenant, on est allé encore plus loin.
Et on peut penser que d'ici une dizaine d'années, on aura réglé ce problème. Ceci dit, la couche d'ozone restera blessée, mais ce n'est pas encore très grave. Est-ce qu'elle va se reformer, la couche d'ozone? Oui, grosso modo, dans un siècle à peu près, elle sera guérie. Elle a cette possibilité de se guérir. Mais la blessure n'est pas encore très grave. Elle est très grave au pôle sud, mais en moyenne sur la Terre, ça n'est pas très grave. Donc je pense que ça, c'est le cas d'école, comme on dit. C'est celui qu'on peut régler parce qu'il n'y a pas de contrepartie très menaçante. Le problème de l'effet de serre est beaucoup plus grave, parce que le problème de l'effet de serre, c'est donc le fait que nous dégageons du gaz carbonique en quantité importante. Nous avons augmenté la quantité de gaz carbonique dans notre atmosphère de 25% depuis un siècle. Et il y a en corrélation un accroissement de la température de la Terre d'environ un demi-degré, presque 1 degré depuis ce temps. Il n'est pas certain, c'est discutable de savoir si c'est le gaz carbonique qui a augmenté la température, mais c'est possible. Et à partir du moment où c'est possible, il faut faire quelque chose. On sait bien, en tout cas, que jeter du gaz carbonique comme ça aura vraisemblablement des effets très négatifs. Et ça, c'est très difficile à cause justement de ce gaz carbonique, c'est pas comme les CFC. Ce gaz carbonique, il vient des voitures, il vient du chauffage, il vient de quantité de choses. Dès que vous brûlez du pétrole, du charbon, vous dégagez du gaz carbonique. Alors ça amène un besoin de refaire notre mode de vie de façon assez importante. On peut difficilement changer un mode de vie. Par exemple, est-ce qu'il faudrait arrêter de rouler dans des voitures? Est-ce qu'il faudrait se priver du chauffage de nos immeubles? Qu'est-ce qu'on peut faire pour combattre l'effet de serre? Je pense qu'on peut réduire considérablement notre dépense d'énergie sans vraiment toucher à notre confort. Par exemple, on a beaucoup changé depuis 1974, quand les voitures sont de plus en plus économiques et elles peuvent l'être encore beaucoup plus. On peut avoir plus de transports en commun, on peut vivre dans des appartements un peu moins chauffés. On a pu montrer qu'on peut réduire notre dépense énergétique d'un facteur 3 ou 4 sans vraiment altérer considérablement le confort, c'est-à-dire rester dans des conditions tout à fait vivables. Il est certain qu'il faudra le faire. Il est certain que la vie de l'avenir sera beaucoup plus frugale. Il n'y aura pas ce gaspillage qu'il y a eu pendant longtemps. On deviendra plus attentif. Et c'est une question d'imagination, et je crois que sur ce plan, les êtres humains en ont, ça ne manque pas. Mais justement, parce qu'on a de l'imagination, on se rend compte, et parce qu'on lit vos livres, on se rend compte que la Terre, c'est une poussière dans l'espace, c'est minuscule dans sa galaxie, que la galaxie en est une parmi d'autres, que tous ces astres, toutes ces planètes fuient à une vitesse vertigineuse. Alors on peut se demander si on doit attacher tant d'importance à cette petite poussière qu'est la Terre. Oui, c'est une question d'échelle. Je crois qu'il faut prendre l'échelle qui est la plus valable. Sur le plan des dimensions ou du volume ou de la masse, bien sûr, nous ne sommes rien par rapport aux étoiles, aux galaxies. Mais je crois que la vraie dimension, ce n'est pas celle-là. Celle qui compte vraiment, c'est ce qu'on appelle la dimension de la complexité. La complexité, c'est une échelle dans laquelle il y a des êtres très simples, des nappes de gaz, des galaxies, des étoiles, et puis ensuite des systèmes de plus en plus complexes et de plus en plus performants. Et dans cette échelle de la complexité, l'être humain, sur la Terre en tout cas, est vraiment ce qu'il y a de plus élaboré. C'est le produit haut de gamme, disons, de l'évolution de l'univers. Et c'est cela qu'il faut voir, ce n'est pas la dimension, c'est ce que l'être humain peut faire, c'est ses capacités d'interaction avec la nature, de création, de connaissance de l'univers. Les étoiles ne peuvent pas se demander quelle est leur histoire et d'où elles viennent. Les êtres humains minuscules peuvent faire de l'astronomie. Les êtres humains observent les étoiles et à notre connaissance, les étoiles n'observent pas les êtres humains. Donc par rapport à cette échelle, c'est là le bien le plus précieux, je dirais, un des biens les plus précieux de notre évolution, c'est la vie animale, végétale, humaine. Et sur ce plan, je pense qu'il faut aussi considérer que les animaux et les plantes sont également des produits très évolués. C'est quelque chose de très précieux qui a mis des milliards d'années à évoluer et à apparaître. C'est quelque chose qu'il faut conserver. C'est quelque chose de fragile. Ce qu'on découvre aujourd'hui, c'est que la vie, la complexité est fragile et que notre planète n'est pas une planète illimitée. On ne peut pas continuer à l'agresser indéfiniment sans que ça revienne sur nous. Nous sommes menacés par notre propre activité. Est-ce que ce n'est pas une sorte de démonstration que la nature a fait une erreur en permettant à l'homme d'exister? C'est une question qu'on peut se poser, effectivement.
on peut se demander si avec l'être humain, la nature n'a pas atteint son niveau d'incompétence. Vous savez, dans les administrations, on dit que les gens montent en grade jusqu'au moment où ils atteignent leur niveau d'incompétence. Et là, évidemment, ils ne montent plus parce qu'ils ne sont pas en mesure ils sont incompétents pour monter encore plus haut. Eh bien, de la même façon, la nature a produit des quantités de plantes et d'animaux. Il y a toute cette évolution. Et aussi longtemps que ces animaux étaient au niveau, disons, à préhumain, il y a une bonne harmonie dans la nature. Par exemple, il y a des garde-fous, les animaux ne peuvent pas se suicider, il y a de rares cas, mais c'est très peu de choses, ne se font pas des guerres fratricides, il y a comme une entente qui est un peu inscrite génétiquement dans le génome des animaux. Quand on arrive à l'espèce humaine, c'est une espèce qui est tellement extraordinairement puissante, extraordinairement capable de faire des choses, qu'elle peut neutraliser les garde-fous de la nature. Vous pouvez vous suicider. Vous pouvez, même si vous savez, si vous avez toutes les injonctions génétiques qui vous empêchent de vous suicider, vous pouvez enlever le courant, la protection et le fusible et vous faire sauter. Vous pouvez également faire sauter la planète. C'est des choses que l'être humain atteint un tel niveau de puissance que ça semble démesuré par rapport à tout ce qui existait auparavant. Et en ce sens, on peut parler de niveau d'incompétence. Je crois que c'est un discours. Un autre discours dirait non, il est vrai que la nature a mis sur pied des êtres de plus en plus complexes et performants, mais ces êtres, ça revient à eux de coexister avec leur puissance. Je crois que notre problème, c'est de coexister avec notre puissance, aussi bien guerrière, bon ça a l'air de s'arranger, mais aussi le problème de la détérioration de l'environnement qui semble inéluctable, du moins largement inéluctable, par le simple fait que nous vivons. Et c'est d'arriver à vivre, à utiliser l'énergie et à ne pas se menacer soi-même par les déchets, par la détérioration. Et ça, c'est comme si la nature, entre guillemets, nous mettait ce cadeau entre les mains. Elle dit, voilà, je vous donne un cadeau formidable, l'intelligence, mais maintenant c'est un cadeau empoisonné, c'est-à-dire qui va vous apporter plein de problèmes. Il faudra les résoudre, et si vous n'arrivez pas à les résoudre, eh bien c'est tant pis, vous serez éliminés comme les dinosaures. Après tout, les dinosaures ont été éliminés, on ne sait pas très bien pourquoi, on en discute beaucoup, mais ce qu'on peut penser, c'est que ce n'est pas leur faute. On pense que c'est quelque chose qui est indépendant de leur volonté. Si les êtres humains s'éliminent, eh bien il n'y a pas d'excuses, ce ne sera certainement pas des menaces venant de l'extérieur. Nous avons neutralisé toutes les menaces tout ce qui menaçait la vie jusqu'ici. Ce n'est que nous-mêmes qui sommes confrontés à la possibilité de notre propre destruction. Et c'est l'enjeu dans lequel nous sommes pendant ces décennies. Nous vivons les décennies cruciales de l'humanité, je dirais. Nos grands-parents n'ont pas connu cela. Au temps de nos grands-parents, il n'y avait pas la possibilité de détruire la nature et de rendre la planète inhabitable. Nous vivons cette période. C'est une chance ou une malchance, je ne le sais pas, mais en tout cas, nous sommes en plein, nous sommes dans l'action au moment où ça va se décider. Où il va se décider si la planète sera encore habitable et habitée dans un siècle, par exemple. Quand vous venez ici à Malicorne, Hubert Reeves, c'est pour jubiler dans un rapport intime avec la nature? Oui, ça m'est essentiel de venir faire des grandes promenades dans la forêt ici. Je me sens très bien avec les arbres, les plantes, les oiseaux. C'est vraiment quelque chose pour moi qui est vital.